Juste présenter rapidement les intervenants. Donc on a Cher Khan qui vient du Centre Climat, Croix-Rouge et Croissant-Rouge, qui est basé à Paris, qui est référent technique sur les questions de changement climatique au niveau du mouvement Croix-Rouge. Axel Orway qui travaille chez le groupe Antea dans la direction de la recherche et de l'innovation. Et Charlotte Fleur qui travaille à l'Agence française de développement dans la division changement climatique et qui était notamment en charge du développement de la nouvelle stratégie climat pour l'AFD. On est aujourd'hui, on l'a vu ces dernières années, si je reprends en France en 2016, on a eu les inondations dans la région centre, notamment à Orléans. On a eu en 2017 le cyclone Irma. On a aussi des épisodes de sécheresse intense en Afrique. Aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à des phénomènes qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus avec une intensité beaucoup plus forte, qui nous font réfléchir à comment être mieux préparés aux effets du changement climatique, nous en tant que la population, en tant que société civile, mais aussi en tant qu'acteurs de la recherche, en tant qu'acteurs opérationnels. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui nous a amené à faire cette conférence. Je voudrais donc aussi un petit peu donner la parole à d'abord l'AFD dans un premier temps pour que voilà, on ait un petit peu la perception de l'AFD, donc qui sont dans une nouvelle stratégie et de voir quels ont été un peu les enseignements qui ont été tirés de ces dernières années au niveau des populations. Est-ce que les populations, est-ce que les institutions sont mieux préparées, ou vous avez trouvé, ou est-ce que vous avez trouvé des manques, et est-ce que vous les avez intégrés dans cette nouvelle stratégie? Voilà, c'est un petit peu une première question que je voudrais lancer auprès de toi, Charlotte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la perception de l'AFD? Oui, avec plaisir. Merci Charles. Bonjour à tous. Merci d'être là. Contrairement, je sais que vous auriez pu aller au soleil, mais vous avez préféré nous écouter parler climat-adaptation. Moi, j'en suis absolument ravie. Vaste question, et tu as bien raison de rappeler les événements climatiques extrêmes de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents, qui font finalement que les institutions comme l'AFD se doivent de prendre réellement en compte et à bras-le-corps l'adaptation et la résilience des populations les plus vulnérables dans nos pays d'intervention, qui sont les pays en développement et parmi les moins avancés. Donc parler adaptation à l'AFD, c'est évidemment indispensable, mais c'est pas facile, dans le sens où l'adaptation a mis du temps à se mettre en place. Quand on dit agir pour le climat, bien souvent et de manière traditionnelle, on pense à réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire le CO2, à s'attaquer au problème à la source. Évidemment, c'est très important. Mais ce qu'on a vu aussi, notamment à la COP21, notamment dans l'accord de Paris, c'est que l'adaptation doit maintenant être prise à part entière et mise sur un pied d'égalité avec toute la logique d'atténuation du dérèglement climatique. Donc l'AFD vraiment s'aligne avec l'accord de Paris en ce sens, et l'action des gouvernements à l'échelle internationale, et vraiment axe son action climat et sur la réduction des émissions, en investissant dans les projets d'énergie renouvelable, les transports propres, les bâtiments efficaces énergétiquement, etc., mais aussi à l'adaptation. Alors, tout en sachant que on a toujours le même problème, c'est-à-dire que l'adaptation mobilise des financements particuliers, des financements publics, c'est souvent du don, parce qu'il n'y a pas de business model en réalité, donc de business model privé, pour attirer les acteurs privés, les investisseurs, à financer des projets d'adaptation. Donc c'est aux institutions publiques comme l'AFD d'évidemment prendre cette responsabilité de mobiliser des financements publics pour ces projets. Donc pour vous donner un ordre d'idée, tu mentionnais la stratégie climat effectivement. Dans notre stratégie climat adoptée en fin d'année dernière, on rehausse l'action de l'AFD sur l'adaptation. Ça passe par plusieurs choses. Mobiliser plus de financement, donc se donner des objectifs plus ambitieux. Aujourd'hui, on est à 1,1 milliard d'euros
dédié à l'adaptation dans nos pays d'intervention. On s'est donné un objectif d'1,5 milliard d'euros débloqués d'ici à 2020 pour toujours les pays les plus vulnérables et les moins avancés. Donc c'est une bonne nouvelle dans le sens où on a toujours besoin de faire remonter ces financements. Ça représente 25% de l'ensemble des financements climat de l'AFD. C'est pas mal quand on regarde ce que font nos pairs. Côté allemand, par exemple, la KfW est à 8%. La Banque européenne d'investissement est à 25%, la Banque mondiale à 30%. Mais ce sont des banques multilatérales, elles ont aussi plus de moyens. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est effectivement, on a regardé ce qui se fait en termes d'adaptation, là où les projets sont les plus impactants, les plus nécessaires. Et on voit que les financements d'adaptation sont vraiment nécessaires sur tous les projets d'agriculture et d'eau. Donc c'est tout ce qui a trait vraiment à l'assainissement, à l'irrigation, à l'accès à l'eau potable, qui sont des secteurs de subsistance, des secteurs de vie pour... des secteurs économiques extrêmement importants pour nos pays d'intervention très vulnérables. Ce qu'on sait aussi, et dans la stratégie on s'y attaque, c'est que c'est difficile en fait de monter des projets d'adaptation. On en parlait tout à l'heure en vous attendant, on disait l'adaptation c'est nécessaire, mais c'est toujours difficile de se dire on s'adapte à quoi. Donc comment on ficelle des projets dans l'agriculture, dans le management de la ressource en eau, etc., qui puissent résister aux impacts qu'on prévoit, mais dont on n'est pas complètement sûr. Il y en a qu'on voit aujourd'hui, il y en a qu'on prévoit, mais avec une marge d'incertitude qui est toujours très forte. Donc jusqu'où on pousse l'adaptation de ces projets-là. C'est assez compliqué. Donc à l'AFD, pour accompagner vraiment les pays à identifier leurs besoins, à ficeler des projets adaptation et ensuite à avoir les financements nécessaires, et notamment, je vous le disais, en termes de subventions, donc d'argent public. On ne va pas aller lever sur les marchés financiers pour financer de l'adaptation, ça ne marche pas. Donc on a mis sur pied une facilité qui s'appelle la facilité adaptation, je pense que mes collègues ici la connaissent, qui cible une vingtaine de pays parmi les plus vulnérables, en Afrique évidemment, dans les États insulaires où tu étais aussi, au Vanuatu, dans les États du Pacifique, ces États qui sont les plus durement touchés par les impacts du changement climatique. Et donc cette facilité, elle va aider les gouvernements à identifier leur plan d'adaptation climat, à définir les projets avec eux, comme on le fait aussi avec la Croix-Rouge, mobiliser des financements, subventions pour que vous puissiez aussi agir au plus près du terrain. Voilà, donc c'est entre autres ce qu'on fait sur l'adaptation qui est un peu différent depuis cette stratégie et surtout depuis la COP21. Merci beaucoup Charlotte. Comme tu le disais, justement, cette difficulté de prévenir l'adaptation et les mesures à mettre en place, je me retourne vers Sherkan du Centre Climat. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, au sein du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, les approches innovantes ou les outils qui sont aujourd'hui développés pour mieux préparer la population, mieux préparer la Croix-Rouge, toutes les Croix-Rouges, les sociétés nationales. Voilà, il y a une approche qui est en ce moment en cours de développement. Est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu les contours, s'il te plaît? Merci Charles. Merci aussi à vous d'être venus si nombreux. Je réitère mes remerciements. Oui, le centre du climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme l'a dit Charles, est basé aux Pays-Bas. C'est un centre de référence, comme il y en a à peu près 14 au sein du mouvement de la Fédération. Par exemple, le premier secours, c'est ici en France. C'est un centre de référence. Il y a les moyens de subsistance, il y a les shelters, les abris au Luxembourg, et ainsi de suite. Et donc le climat a été confié quelque part à ce centre qui est hébergé par la Croix-Rouge néerlandaise pour être un petit peu le porte-voix ou l'interface entre les solutions pratiques sur le terrain, tout ce qui est plaidoyer au niveau politique et l'apport scientifique qui peut éclairer l'ensemble de cette démarche. Parce qu'on travaille à ces trois niveaux. Et comme il a été rappelé tout à l'heure, je pense que notre principale valeur ajoutée en tant que mouvement dans ce débat, c'est aussi de porter un petit peu la voix des sans-voix. Parce qu'on a accès à un réseau de 190
sociétés nationales de Croix-Rouge dans le monde. Et elles s'appuient sur le réseau de volontaires qu'on voit ici, mais qui est aussi très actif sur le terrain dans les pays en développement, qui fait énormément de choses, parfois qui pallient les lacunes des États qui ne sont pas sur ce terrain-là. Donc ça, c'était important de savoir qu'on a ce réseau potentiel. En matière de climat, je disais tout à l'heure qu'on a beaucoup dans nos pratiques, on est surtout dans la réponse post-catastrophe, jusqu'ici. L'idée d'anticiper sur les événements à venir et de se dire qu'on peut investir pour anticiper et atténuer de ce fait l'impact de l'événement sur les populations est une solution qui est à la fois bénéfique pour les bailleurs, potentiellement, et qui a évidemment clairement aussi un intérêt pour les populations. La grosse difficulté, c'est que tout ça est lié à une prévision potentielle de ces impacts. Et on travaille justement dans ce sens-là. On a développé des approches, c'est plus une approche, une méthode qu'un outil, qui est de se dire, par exemple, en matière d'impact météorologique ou climatique, si on prend des aléas comme des inondations, comme des sécheresses ou autres, des vagues de chaleur, on sait le prévoir avec une marge d'incertitude plus ou moins grande selon les capacités locales des services météo, des services hydro, de l'ensemble de la technique disponible, que ce soit sur place ou même de l'information qui vient d'ailleurs, l'imagerie satellitaire et autres. Avec cette marge d'incertitude, on peut faire des choses, c'est-à-dire que dans les prochains 48 heures ou 72 heures, on va avoir de grosses pluies sur Paris et que Paris supporte un niveau de 200 mm de pluie, je dis n'importe quoi, à la journée. Après, c'est catastrophique, on l'a vu ces derniers temps ici en France sur les inondations. Est-ce qu'avec une information pareille, avec ce laps de temps qui nous sépare aussi de l'événement, on peut prendre des actions qui pourront soit par exemple évacuer les gens, si c'est vraiment catastrophique, soit dans certains cas on le fait pour les cyclones, pour les inondations au Bangladesh, au Pérou. On a des opérations de cash transfert. On distribue de l'argent aux populations pour qu'elles se préparent elles-mêmes, parce qu'elles savent mieux peut-être ce qu'elles doivent faire. Mais ça c'est lié aussi au laps de temps qu'on a. Mais tout ça, c'est vraiment lié à la certitude ou à l'incertitude liée à la prévision qu'on a et au seuil qu'on peut fixer. Donc on le fait pour l'instant à des échelles assez réduites, au niveau de projets de démonstration. On a un peu de mal à aller plus à l'échelle nationale parce que les bailleurs qui sont censés être impliqués, comme l'AFD, comme la Banque mondiale, comme d'autres gens, ont besoin d'être sûrs que l'argent qui va être investi n'est pas perdu. Si je prévois un événement, une inondation ou une pluie très forte pour demain et qu'elle n'arrive pas, et que j'ai pris auparavant les mesures pour distribuer de l'argent ou évacuer les gens, et que ça n'intervient pas, pour eux, c'est une perte sèche. Donc, toute l'idée pour nous maintenant, c'est de à la fois préparer les communautés, appuyer sur toute l'information autour des événements hydrométéorologiques de façon générale, la plus fiable possible, pour pouvoir prédéfinir des actions, c'est dire que si j'ai 2 jours et que j'ai une pluie de 100 mm, voilà l'action que je peux entreprendre. Si j'ai 1 mois et que j'ai une sécheresse prévue dans 6 mois, voilà ce que je peux faire. Donc ça, c'est au niveau du mouvement, ça commence à prendre forme. En revanche, sur le terrain, par rapport au niveau des humanitaires, c'est très apprécié. Au niveau des autres acteurs de développement, c'est plus compliqué. Je prends le cas du Sahel où on a des sécheresses récurrentes depuis 40 ans. On a des organisations régionales qui s'attellent aussi à regarder ça de plus près. Mais tout le problème est au niveau de l'action. Donc on pousse pour tout ce qui est action précoce liée à une information précoce. Mais on est dans de l'institutionnel. On a du mal à faire bouger les gens pour qu'ils s'investissent. Je prends un dernier exemple sur le cas du Sahel. On sait que la saison des pluies commence là au mois de mai.
jusqu'en septembre, disons. C'est la grosse saison des pluies. Et pendant cette saison, les populations sont vraiment démunies parce que c'est aussi la période des cultures. Et dans leur stock alimentaire, elles n'ont pas grand-chose jusqu'à la prochaine récolte. Donc on appelle ça la période de soudure. Et on sait que pendant ces périodes de soudure, c'est les périodes pendant lesquelles elles sont les plus vulnérables. Et on connaît cette situation 6 mois avant, avec toutes les informations sur le terrain, sur les prix qui sont sur le marché, sur la situation nutritionnelle des enfants, des femmes liées, le mouvement des populations nomades à la recherche de pâturage. Tout ça est intégré dans des indices composites qui nous donnent une alerte. Et ça, c'est confirmé 3 mois avant, au mois d'avril. Donc on a l'information, mais on continue de ne réagir que quand on arrive au mois de juin et que les gens sont vraiment... là, c'est actuellement le cas. La semaine dernière, il y a un appel qui a été lancé à la communauté internationale, alors qu'on a cette information depuis 6 mois. Et ça, c'est compliqué. Donc, tout le travail de lobbying aussi, c'est de se dire que les acteurs humanitaires peuvent aussi, peut-être en discutant mieux avec les autres banques de développement ou les États, améliorer cet état d'information. Donc voilà un peu, c'est un des outils qu'on a, mais on n'a pas trop de temps pour en parler davantage. Mais je suis prêt à répondre après aux questions si nécessaire. Merci cher. Alors pour votre information, sur le quartier développement durable, oui, il y a un stand du centre climat sur lequel on pourra échanger aussi plus longuement sur cet outil-là. Il y a aussi un petit... Oui, on a essayé de capturer ces réalités de projets de terrain dans une expérience de réalité virtuelle que vous pouvez tester sur le stand à l'entrée. Merci. Merci cher. Donc bien compris toute la difficulté de plaidoyer auprès de certains bailleurs. Je pense que le message est passé auprès de l'AFD et si on peut le répercuter de manière plus large, ce serait très bien. Aussi sur les exemples qui peuvent être les actions précoces qui peuvent être mises en place, comme évacuer des personnes avant une prévisibilité de pluie avec un risque d'inondation. Ok, j'ai bien compris et merci beaucoup pour ces explications. Je tourne maintenant vers Axel de Antea. Alors, je serais intéressé d'entendre un petit peu nous expliquer. Pareil, est-ce qu'il y a des outils de modélisation qui nous permettraient d'avoir un peu plus de précision sur les types d'impacts que peut avoir une catastrophe naturelle sur un territoire. Est-ce que voilà, sur quel chantier actuellement Antea travaille et qui pourrait justement œuvrer à mieux anticiper ces effets-là et in fine mieux préparer les populations? Alors merci beaucoup. Déjà, moi je suis très content, très heureux d'avoir été invité ici parce que c'était, c'est pas forcément évident pour un acteur comme nous d'être présent là. Donc merci à tous aussi d'être venus. C'est aussi l'occasion aussi pour nous de montrer un petit peu comment on œuvre aussi auprès de bailleurs de fonds et auprès aussi d'instituts de recherche, parce que notre travail, nous, est un petit peu à la frontière, oui, c'est d'amener un peu ces éléments scientifiques vers de l'aide à la décision. Alors évidemment, on va utiliser effectivement énormément d'approches de modélisation, mais j'ai envie de dire, en fait, on va avoir deux approches vis-à-vis du changement climatique. On va avoir effectivement ces effets un peu de catastrophe, donc de sécheresse, d'inondation, qui vont être ce que nous on va appeler l'eau négative, c'est-à-dire que quand on a trop d'eau ou quand on n'en a pas assez, à ce moment-là, on crée des situations d'urgence et de stress qui sont assez importants. Et là, on rentre dans le domaine de l'alerte précoce. Alors, on peut anticiper, prévenir, modéliser un petit peu en faisant ce que vous appelez du forecast, de la prévision pour essayer d'anticiper ces situations de crise. Ça, c'est un point sur lequel nous, on va travailler, mais finalement, j'allais dire assez peu, parce qu'il y a déjà tout un système de réseau et d'alerte et de surveillance à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. Donc, on va plutôt accompagner les acteurs dans la structuration de ces approches d'observation, dans la structuration de ces réseaux-là, et moins sur des approches de modélisation au sens large. Par contre, les approches de modélisation qu'on va pouvoir déployer, elles vont plutôt être déployées dans une dimension
d'aide à la décision et de planification sur le temps moyen, voire le temps long. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui le changement climatique est quelque chose qui a été introduit comme une réalité et qui doit s'imposer comme une réalité pour tous les planificateurs. C'est-à-dire que quand on va travailler en matière de gestion de la ressource en eau, de gestion de la ressource, de la gestion sur les sols et dans tous les corollaires, ce qui va être croissance démographique, notamment en Afrique ou dans les pays du Sud, et j'allais dire soutien agricole et développement agricole, et donc toutes ces questions de planification et d'anticipation sur le moyen et le long terme, ce sont des éléments importants. Donc nous, on va déployer effectivement, avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir derrière, mais de la modélisation des eaux souterraines, par exemple, c'est le cas de ce qui va se passer au Sénégal. Alors pour ceux qui connaissent le Sénégal ou ceux qui ne le connaissent pas, en fait, on est sur un énorme grand bassin hydrogéologique, donc avec très peu de pluie, donc très peu de renouvellement, mais on fait face à une croissance de la population. On a des enjeux agricoles forts et importants, un changement climatique qui limite justement ce renouvellement des eaux. Donc il faut qu'on soit en capacité de planifier à court terme, à moyen terme et à long terme, en fonction des projets de développement des pays, parce que les pays ont leur propre stratégie. L'idée, c'est quand même qu'à un moment donné, ils puissent développer l'agriculture, qu'on puisse développer aussi j'allais dire l'industrie ou les services, et donc tout ça, c'est consommateur d'eau. Donc toute cette planification, elle est conditionnée à ça. Donc là, nous, on va les accompagner dans le déploiement de ces modélisations-là, de modélisation en matière des eaux de surface, de modélisation dans ce qu'on va appeler l'allocation des ressources, parce que quand on a la ressource disponible, on l'a parfois à un moment donné, mais pas un autre. Si on prend quand effectivement la mai-septembre, c'est la saison des pluies, en Afrique. Toute cette eau qui tombe, en fait, il y a une grosse partie qui repart, qui est improductive. Donc parfois on la stocke dans des ouvrages de barrage, mais tout ça, ça fait aussi partie des procédures d'adaptation. Donc on va faire des modélisations d'allocation, de stockage, regarder quelle est la durabilité. On peut essayer d'y associer des coûts derrière. Donc voilà comment nous on va travailler. Donc à travers ces outils de modélisation, ce qu'on va essayer de mettre en place également, ça va être surtout des approches de capitalisation. Et pour que cette modélisation soit pas, que ces outils de modélisation ne soient pas one shot, j'allais dire, où on fait une modélisation et puis on s'en va, on va essayer de développer des outils ou des éléments qui vont pouvoir venir au-delà au-dessus de cette modélisation et qui peuvent permettre d'anticiper plus ou moins des années ou des saisons ou des situations qu'on a déjà observées et dont on connaît l'incidence, et qu'on puisse les mettre à disposition à travers des outils numériques pour que cette aide à la décision et que tout le réseau d'action derrière puisse se mettre en place. Voilà. Et merci beaucoup. Alors, une question, c'est au niveau des acteurs, quand tu parles des planificateurs, on s'adresse plus au niveau des institutions, des autorités locales, des institutions. On va plus s'adresser effectivement aux institutions nationales. Ça peut être aussi des acteurs déconcentrés. C'est pas mais on va effectivement la plupart du temps travailler pour ces institutions, pour des institutions ou des acteurs nationaux, effectivement, qui ont la compétence dans la planification, dans la gestion, dans l'aménagement, parce qu'on va aussi parler d'aménagement, qui ont cette compétence-là ou qui peuvent le porter. Et alors, je me retourne un peu vers comment vous pensez que est-ce que cette information elle est connue, vulgarisée, expliquée aux populations? Est-ce que ce pont se fait entre tout ce travail de planification, de ce que pourraient être certains il pourrait y avoir un stress hydrique par exemple. Est-ce qu'il y a un moyen de transmission, de fusion auprès de la population qui est fait? Oui, il y a des expériences terrain très intéressantes. Je prends le cas du Mali par exemple, où depuis 1983, ils se sont engagés dans des programmes d'assistance au monde rural en matière d'agrométéorologie. C'est-à-dire que les services techniques nationaux d'hydrologie, de météorologie forment les populations paysannes justement et les sensibilisent à de potentiels stress hydriques, à des variétés culturales adaptées à ces périodes sèches potentiellement, pour varier les cultures et pour pouvoir aussi en profiter selon les saisons
selon la prévision saisonnière qui aura été fournie, de les former à comprendre aussi l'information météorologique. Donc, ce n'est pas nécessairement les premiers destinataires dans les différents pays de ce type d'information. C'est plutôt effectivement soit des autorités de barrage, disons dans les pays, soit l'État dans ses administrations centrales qui est censé faire de la planification de toutes ces activités, qui peut être destinataire d'une information comme ça, ou les instituts de recherche locaux aussi en coopération avec eux. Et donc nous, du côté du Centre du climat aussi, on essaye de voir les meilleures expériences disponibles dans le monde aussi pour travailler sur le terrain, enfin fournir aux gens sur le terrain aussi les meilleures solutions possibles. Donc on a une variété de populations cibles, ça peut aller effectivement du paysan jusqu'à l'État, en mettant à disposition ce dont on a, ce que l'on sait de l'information à la pointe de l'art, disons. Et je me retourne vers un peu l'AFD. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les institutions, elles sont mieux préparées, mieux informées, plus en capacité de planifier? Est-ce que vous avez ressenti quand même une amélioration ou pas depuis ces dernières années? Oui, tu as raison. On est obligé en fait, de nous-mêmes nous adapter, de changer nos modes de faire, en réalité. Quand j'entends mes collègues intervenants, messages bien reçus par rapport aux besoins de vous soutenir sur la prévention, etc., je trouve que c'est intéressant parce que ça traduit aussi un peu un changement de positionnement qu'on est obligé de faire les uns les autres. Pour parler de l'AFD que je représente là, effectivement, on est une banque de développement, on est sur le long terme, on est dans le développement, on n'est pas dans l'humanitaire, ou la réponse aux catastrophes, etc., qui sont nécessairement aussi des actions immédiates, de court terme, etc. Donc le fait qu'effectivement on travaille avec vous sur d'autres projets de coordination, d'appui à la prévention, réponse humanitaire, ou qu'on commence à nous aussi anticiper les besoins des populations et voir comment on peut ficeler des projets qui puissent mieux préparer les populations à réagir, à être plus résilientes face à ces impacts-là, ça traduit le changement de mode opératoire qui est en train de se faire aussi au niveau des institutions. Donc on essaye de mieux se préparer nous aussi et de concilier vraiment cette tension entre le court terme, le besoin d'agir très vite, de préparer très vite les populations à faire face en fait aux impacts du dérèglement climatique qu'elles subissent déjà, qui vont s'empirer, malheureusement on le sait, même dans un monde où on limite la hausse des températures à plus 1,5 degrés, qui est dans l'accord de Paris, mais qu'on sait qui est très difficile à tenir, au mieux 2 degrés, mais on sait que même à ces températures-là, il va y avoir des impacts nécessairement, et qu'ils frappent, et c'est là la double injustice, ils frappent les pays les plus vulnérables, ils frappent les pays les plus vulnérables qui n'ont pas ou peu contribué au dérèglement climatique. Donc nous, on s'adapte au niveau des projets, dans nos partenariats avec les différentes institutions, dans l'accompagnement des pays pour qu'eux aussi, tu parlais de planification tout à l'heure, mais qu'en réalité, ils puissent aussi intégrer cette notion d'adaptation dans leur politique publique. Et là, on l'a vu au moment de la COP21, quand il y a eu cette dynamique où chacun des pays, quasiment, on a reçu plus de 160, ce qu'on appelle dans le jargon climat, les NDC, les contributions déterminées par les pays au niveau national. Donc c'est les copies de chaque pays rendues à l'accord de Paris, où elles disent, chacun des pays dit ce qu'il peut faire et ce dont il a besoin. Ce qu'on a vu, c'est que dans nos pays d'intervention, donc les pays du Sud, les pays les plus vulnérables, ont inclus les besoins d'adaptation. Et ça, c'est magnifique en réalité. Enfin, c'est magnifique, c'est terrible, mais je veux dire, c'est une très bonne nouvelle côté bailleur aussi, côté banque de développement, parce que maintenant, ça donne une accroche au pays aussi pour dire, bon ben voilà, regardez, dans ma contribution à l'accord de Paris, j'ai besoin de soutien pour l'agriculture, pour l'eau, pour l'assainissement, etc., etc. Et donc, ça crée ce dialogue, en réalité, entre pays, partenaires et institutions de développement et de financement. Deuxième point que je tiens à souligner ici, c'est qu'au-delà d'être une banque de développement et d'accompagner le développement, on est aussi une banque. On est une institution financière. Et ça, c'est intéressant, parce que ce qu'on voit, c'est que les acteurs financiers sont obligés aussi de prendre en compte le climat.
Et pas juste pour les beaux œufs de la planète, hein, moi ça me ferait très plaisir, mais c'est même pas pour ça, si je puis dire. Et en un sens, tant mieux aussi. Ça veut dire que quelque part, le climat est vraiment devenu un facteur économique, un facteur financier extrêmement important, parce qu'il est porteur de risques. Donc quand l'AFD, tu parlais tout à l'heure, et c'est très juste, du fait de dire est-ce qu'on veut investir ou financer tel projet, en tant que banque, en tant qu'institution financière, tu regardes les risques que ce projet peut faire porter à ton business model, ton business financier. Et en réalité, à cause du climat, et notamment la thématique adaptation, eh ben, on voit que les investissements doivent eux aussi être adaptés. Donc, c'est-à-dire que tous les investissements de l'AFD aujourd'hui, c'est un processus qui est long, mais qui est en train d'être mis en place, vont être vérifiés à la loupe, en fait, au regard des impacts climat. Ça veut dire que tous nos financements doivent être adaptés au climat. On ne va pas aller financer un projet d'infrastructure, un projet de bâtiment, un projet de route, un projet agricole, je ne sais pas, qui résisterait pas en fait aux impacts. Parce que derrière, c'est aussi un investissement pour rien. C'est un investissement dans l'eau et pour les populations, évidemment, et c'est le plus important, mais aussi du point de vue de la viabilité de projets financés par une institution qui utilise l'argent des contribuables. Merci à tous. Et ce qu'on appelle la taxe sur les transactions financières, qui est l'argent du monde financier, qui permet de débloquer aussi de l'argent pour le développement, ce qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup. Est-ce que je me retourne un peu vers l'auditoire? Est-ce que vous avez des questions à poser à ces messieurs et dames? Pardon. Sur ce qu'on vient de discuter, n'hésitez surtout pas. Faut pas toutes les questions sont bonnes à prendre et sont intéressantes pour nous. Oui. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir ce que signifie le sigle AFD. Première question. Deuxièmement, je suis de la Martinique et nous sommes souvent sujettes aux cyclones. Il y en a eu pas mal, dernièrement Mariac, il y a eu pas mal de dégâts à Saint-Martin, à Dominique. Est-ce qu'à ce niveau-là, l'AFD intervient au niveau de ces intempéries que nous subissons régulièrement? Merci pour votre question. Oui, on intervient dans les territoires. L'agence, pardon, excusez-moi, j'ai mal entendu à cause de la fanfare là-bas. Le sigle AFD, pardon, merci. C'est l'Agence française de développement et c'est en fait l'agence publique de l'État français par laquelle transite la contribution française, une grande partie de la contribution française de l'aide publique au développement. Donc en fait, on reçoit de l'argent de la France et d'autres sources, hein, donc c'est de l'argent public. On lève des fonds aussi sur les marchés financiers, donc c'est l'argent privé, etc., de la dette, d'investissement. On va chercher de l'argent d'autres institutions comme l'Union européenne. On va aller cofinancer avec d'autres banques de développement, etc., des projets de développement et de climat. Et oui, on intervient en Martinique et dans d'autres, dans les 3 océans, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui, qui sont, et on le sait, des zones très impactées par le climat. Donc en Martinique ou dans d'autres territoires ultramarins, on met en œuvre des projets d'infrastructures résilientes, des projets, parce que je disais tout à l'heure, beaucoup de projets d'eau liés à l'assainissement et les projets en eau potable. Mais vas-y. Ouais. Pour compléter, vous êtes de la délégation territoriale de Martinique. Alors, on vient on est en cours avec l'Agence française de développement de monter un projet sur justement les 3 océans. Donc, vous savez qu'on a les plateformes d'intervention régionales. Donc, là, on a la PIRAC, Amérique Caraïbe, qui est basée en Guadeloupe. On a aussi à La Réunion la PIROA pour l'océan Indien. Et sur le territoire du Pacifique, notamment Pacifique Sud, on a la DTN, c'est la délégation territoriale de Nouvelle-Calédonie. Et on est en cours aujourd'hui de développement d'un projet avec l'AFD sur tout ce qui est mesures de préparation, de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles. Donc c'est un processus qui est en cours depuis 2-3 mois au moins, facilement, peut-être même un peu plus,
4 mois, qui va aboutir. Et donc voilà, et donc il y aura cet investissement aussi qui est fait du côté de l'AFD avec la Croix-Française et le Centre Climat aussi, qui fait partie aussi de l'équation pour ce projet-là, pour justement travailler sur les territoires ultramarins, mais aussi sur, par exemple sur les Caraïbes, on va aussi travailler avec Haïti notamment. 3 minutes pour une dernière question. Si vous en avez une, merci beaucoup. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Sur la question de l'adaptation, on a le sentiment que c'est parfois le parent pauvre du climat et qu'il y a une vraie urgence à mettre en place des solutions. Là, de vos présentations, on comprend qu'il y a beaucoup de connaissances et qu'on est capable vraiment de comprendre, de prédire sur du très court terme, voire sur des tendances plus longues. On comprend qu'il y a des financements qui se mobilisent de plus en plus vite. Finalement, qu'est-ce qui manque pour qu'on aille plus vite sur la mise en œuvre de projets d'adaptation et sur des solutions? Est-ce que c'est voilà, de l'ingénierie, plus de projets? Est-ce que c'est finalement une connaissance plus exploitable, des financements disponibles plus rapidement, plus d'acteurs? Qu'est-ce que vous aviez? En tout cas, moi, vu de ma petite fenêtre, la connaissance, c'est pas ce qui coûte nécessairement le plus cher. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez. Par contre, les actions engagées derrière, parfois, ça coûte vraiment très très cher. Enfin, je pense surtout aux adaptations agriculture, par exemple, où là, on va se retrouver avec des volumes financiers assez énormes, même sur l'adduction à l'eau potable, hein, ou sur ce genre de choses. Et il y a peut-être après il y a un petit peu de coordination à faire. Je pense que de mon point de vue, c'est surtout ça qui pose problème. C'est un petit peu tout en fait. C'est peut-être de l'ingénierie de projet dans un certain sens. C'est aussi des volumes financiers où je ne pense pas qu'un seul bailleur puisse à lui seul couvrir toute la résilience. Donc ça veut dire coordination. Ça veut dire coordination ensuite. En plus, on se retrouve aussi la plupart du temps sur des approches multisectoriel, c'est-à-dire qu'on va travailler l'agriculture, on va travailler l'eau potable, on va avoir l'assainissement, on va avoir tout un tas de... Et que ça aussi, ça nécessite vraiment de se coordonner. Et c'est pas forcément évident. Je pense qu'il y a un petit peu tout derrière. Et on est dans le sud, on reste sur des États qui ont assez peu de moyens. Et voilà, hein, je pense que tout ça, ça rentre dans l'équation. On essaye de mettre en place ce qu'on peut à un moment donné. Moi, j'ajouterais peut-être juste deux autres points. C'est l'appropriation par les pays destinataires de ces approches-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'adaptation ou d'atténuation, on est en train de discuter entre des institutions internationales et les États. Mais le niveau État, niveau local, régional, est lié à la gouvernance en place. Et bon, on peut en reparler. Je pense qu'il y a pas mal de choses à construire de ce côté-là d'abord, qui ferait que les projets sont mis en œuvre efficacement. Le second point, c'est aussi vous en avez parlé tout à l'heure, toute la gestion des connaissances. Dans beaucoup de pays, ça fait 50 ans qu'on ne capitalise pas les choses qui sont faites. On a plus de 40 000 projets qui sont des projets de démonstration, mais on est là à les répéter, à les reprendre. C'est juste un flot et un flux financiers qui passe, et il n'y a pas cette idée de construire sur le long terme. Parce qu'aussi, je pense que du côté des pays bénéficiaires, on est peut-être un petit peu sûr qu'on va revenir le lendemain avec des financements nouveaux, ainsi de suite. Il y a une dynamique qui doit être revue, revisée, peut-être un petit peu revisitée, parce que le modèle qui est en cours ne marche pas, disons. Voilà, je peux m'étendre davantage après, mais c'est un constat en tout cas. Merci beaucoup. Il y a quand même des choses qui fonctionnent. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est la fin. La suite, c'est sur l'économie circulaire.
N'est-ce pas, Charlotte? Merci beaucoup en tout cas d'être venu et de nous avoir écoutés et de vos questions. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre au quartier développement durable et enjeux environnementaux. Voilà, on a le stand et on va être présent ce matin. Merci.